Bien, je crois que nous allons commencer. Mhm. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à mon invitation pour ce vernissage en ligne, ce nouveau vernissage en ligne. Ce n'est pas le premier que nous organisons. Mais ce qui est très sympathique, c'est que de plus en plus de monde nous suit. Et je crois que bon, c'est une partie du futur. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Pourriez-vous taper un petit OK dans la fenêtre de discussion, s'il vous plaît? Donc, OK, ça va bien, c'est super alors, c'est super. Alors, avant de commencer bon, à l'exposé proprement dit, bon, vous vous rendez compte que ceci n'est pas, c'est une réunion qui est tout à fait informelle. C'est un petit peu comme quand j'organise une rencontre à la maison. Ça doit être relax. Hein, et n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Ce sera d'autant plus riche pour les autres. Je salue Costa Lefkoshir qui vient de se connecter également. Eh bien, justement, avant de commencer, pour ceux qui habitent dans le Régio, je voudrais signaler un vernissage demain. C'est pas le mien qui est aujourd'hui. Un vernissage de Costa Lefkoshir à la Galerie Leermann à Liège, qui est une exposition sur le thème des anges. J'ai vu les œuvres avant qu'elles ne partent à la galerie. C'est très beau. C'est aussi beau que ce que j'ai eu le plaisir de montrer aux arcades à Aix-la-Chapelle. Allez-y, c'est une exposition qui va durer un mois. Si vous êtes présent sur Liège demain à 18 heures, Madame Irman et l'artiste vous y accueilleront bien volontiers. Acquisition récente, cette nouvelle exposition a été possible grâce à Arnet Expo. Et le concept Arnet Expo est le moyen unique de montrer à qui que ce soit dans le monde une exposition soit de privé, soit de public, en regroupant les meilleurs outils de communication et permettant l'interaction entre l'exposant et les visiteurs. Arnet Expo utilise, comme vous le voyez, bon, la visioconférence, le chat en direct, l'autorépondeur. Toutes les personnes qui ont reçu des emails aujourd'hui étaient des emails qui étaient personnalisés, des salles d'exposition tout à fait personnalisées et des programmes pour visionner les œuvres, des programmes photos tout à fait professionnels. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler ce soir? Eh bien, après mon exposé et les questions-réponses, vous serez automatiquement redirigé vers l'entrée de l'exposition. La voici. Alors, dans cette exposition, bon, en passant votre souris sur chacune des œuvres, l'œuvre va se redresser dans une vignette et vous allez avoir tous les détails de l'œuvre qui est accrochée. Si vous cliquez sur le tableau, il va apparaître dans une nouvelle fenêtre beaucoup plus grande. Hein, c'est un programme qui s'appelle Zoomify et il va vous permettre d'inspecter chaque centimètre carré de l'œuvre. Bon, les œuvres sont vraiment présentées en haute définition, ce qui n'est pas le cas dans la visioconférence, bien entendu, parce que ça doit rester ici très rapide au niveau de la bande passante, quoi. Pour voyager d'une salle à l'autre, vous cliquez simplement sur les flèches qui se trouvent sur les murs. Bon, vous les voyez, je les ai indiquées, soulignées en rouge. Ou bien en utilisant le menu qui se trouve en dessous de la fenêtre principale. Vous avez l'accueil, salle 1, salle 2, salle 3, salle 4.
Également, en dessous de la fenêtre principale, vous pouvez télécharger la liste des œuvres avec tous les détails et leurs prix, et bien sûr les biographies de chacun des artistes qui sont montrés. Voilà, c'en est fini pour cette présentation d'Arnet Expo. Alors, venons-en au vif du sujet, c'est l'exposition. Alors, vous permettez, je vérifie un petit peu pour voir qui vient de rentrer encore dans le salon et que je salue ces personnes que je ne connaissais pas. Hein, bon, l'exposition présente 26 œuvres qui sont dispersées dans 4 salles, 26 œuvres qui sont faites par 11 artistes différents. Et pour la première fois, Nadia International montre des pièces de mobilier. Ici, c'est du mobilier du 19e siècle, du mobilier empire. Alors, nous allons commencer pour vous présenter un petit peu chacun de ces artistes. Ce ne sera pas une présentation formelle, vous pouvez la télécharger justement dans les biographies, mais ce sera plutôt au niveau des impressions que j'ai eues, soit en les rencontrant, soit devant leurs œuvres. Le premier, c'est Frédéric Boots. Alors, Frédéric Boots, je l'ai rencontré il y a quelques années d'ici, sur la petite île de Paros. C'est un artiste français qui était pris en charge pendant de nombreuses années par la Galerie Ariel à Paris. Galerie Ariel, c'est Monsieur Pollack qui défendait principalement des artistes du groupe Cobra et l'artiste japonais Yasuo Tabuchi. Alors, Frédéric Boots est une personne qui dessinait avec une technique étonnamment minutieuse. Il dessinait des paysages presque abstraits. Vous voyez la première vignette en dessous à gauche. Je vais essayer d'agrandir ici. Voilà. Eh bien, bon, vous imaginez les détails qui sont sur ce médaillon qui ne fait pas plus que 10 cm de diamètre. Ensuite, David Budd. Alors, David Budd, c'est un Américain qui est né en Floride en 1921 et qui est arrivé, d'abord, il a évolué dans un groupe des expressionnistes abstraits, et c'est un groupe assez restreint à l'époque, des années 50, groupe où le grand chef de file était Jackson Pollock. Et il est venu s'installer en France au début des années 60. Et au début des années 60, où il a été pris en charge par la galerie Stadler. C'était à la période où il présentait une peinture gestuelle, mais également assez délicate. Alors le troisième, Michel Carrade. Alors Michel Carrade est un artiste français, il en faut, un artiste français du sud-ouest, qui a fait ses études aux Beaux-Arts et qui est monté à Paris après la guerre, à la Libération. Et il fait partie de la deuxième école de Paris. Je crois que les personnes qui habitent en France, et il y en a beaucoup ici, dans le salon ce soir, eh bien, je crois que les Français aiment bien des classifications. Alors, la deuxième école de Paris, bon, la première, d'abord, c'était les artistes du début du siècle, du XXe siècle. Alors, c'était des Soutine, Chagall, Modigliani et tous les autres. La deuxième école de Paris est née juste après la guerre et elle s'est développée en allant à l'encontre de ce qui se faisait avant cette guerre. Donc, il y avait toute une peinture figurative qui était bien installée et il y avait une peinture, une abstraction froide. Bon, c'est Mondrian, par exemple, qui commençait à prendre de l'ampleur. La deuxième école de Paris a essayé de casser tous ces concepts et est devenue alors bon, la peinture lyrique, la peinture gestuelle que nous connaissons presque tous aujourd'hui. Quand moi j'ai rencontré Carrade la première fois, il était déjà venu à Verviers, dans ma petite ville de province. Je connaissais ses œuvres des années 50-60 et je voulais l'inviter quand je me suis lancé en tant que marchand. J'ai été le trouver dans son atelier rue Titien à Paris.
Et il m'a dit, écoutez, bon, moi je suis intéressé de venir refaire une exposition à Verviers, mais pas pour montrer ce que j'ai peint dans les années 60, mais pour montrer ce que je peins aujourd'hui. C'est normal, bien entendu. Et j'étais vraiment là très surpris de voir ce qu'il peignait. Alors, Michel Carrade, quand il est arrivé à Paris, a eu l'occasion de visiter une exposition de Cézanne. Et ça l'a frappé. Et je crois que ça a été vraiment euh, le moteur pour ses recherches au niveau de la peinture. Et bon, autre artiste, Joe Downing. Joe Downing, c'est un Américain qui est venu se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est retourné aux États-Unis bon, à la Libération pour revenir très peu de temps après. Et vraiment, la France est devenue sa deuxième patrie. Downing, quand il a commencé à peindre, il était tiraillé bon, par les différentes tendances de l'abstraction. Il faut dire que l'abstraction expressionniste, qui était un petit milieu bon, aux États-Unis, mais qui prenait de plus en plus d'ampleur, l'attirait beaucoup. Bon, on sortait de l'abstraction géométrique et à Paris, on commençait l'abstraction gestuelle, l'abstraction lyrique. Alors vous voyez dans ces œuvres qui sont présentées, ces anciennes œuvres, un petit peu ces recherches bon, entre 1955 et 1960, ou en 55, bon, c'est vrai que c'est l'abstraction de l'expressionnisme abstrait en plein, et on va remarquer en 56 ou même encore en 59, 59 c'est flagrant, bon là c'est non pas un collage, mais c'est un agrafage où la géométrie garde encore beaucoup d'importance. James Guittet. Alors, James Guittet, c'était un artiste qui, dans les années 60, peignait on avait l'impression que c'était des écorces ou des écorces d'arbres, où c'était, mais très bien équilibré, où c'était des ardoises aussi. Il a gravé des ardoises, d'ailleurs. Et il s'est fait très vite ami avec un écrivain, mais grand critique d'art, qui s'appelle Michel Ragon. Et Michel Ragon a créé ce terme de paysagisme ou de naturalisme abstrait. euh, D'abord pour James Guittet, il l'a utilisé pour d'autres personnes par après. James Guittet est devenu vraiment une personne importante et pourtant peu connue du grand public par son travail très silencieux, c'est une personne qui était très humble. Il faisait une peinture silencieuse et qui s'épurait au fil du temps. Ces matières qui étaient épaisses, qui étaient classiques des années 50-60, ce travail de matière existait toujours, mais devenait de plus en plus fin, comme cela. Jusqu'à un moment où c'était presque le carré blanc sur le blanc, qu'on a connu bien avant. Et c'est vrai que quand je discutais avec lui, il disait, mais mon rêve, dit-il, c'est de pouvoir peindre l'invisible. Au diable tout ce qui est forme, au diable tout ce qui est couleur, c'est pouvoir peindre la perception, l'essentiel. Alors, il était fort embêté également, James Guittet, par la toile, parce qu'il était limité par un format, il était limité par le châssis également. Alors, il a essayé de jouer avec, avec cela. Au lieu de s'en plaindre, il a utilisé le châssis et la toile d'une autre manière. Voici un exemple. Hein, ou alors il a fait dépasser la peinture du châssis, il a fait dépasser la peinture de son cadre normal. Hein, et c'est toujours cette peinture silencieuse et vibrante, comme ça. C'est presque une peinture méditative. Hans Hartung. Alors, Hartung est un Allemand de Leipzig. Il est né à Leipzig et il a quitté l'Allemagne au début des années 30 avec la montée du fascisme. Du nazisme, pardon, excusez-moi. Et il a un peu voyagé, il est arrivé en France, où il était naturalisé français en 1946. Il est devenu un chef de file de l'art informel, de la peinture lyrique
En France, en tous les cas, bon, il y en avait d'autres, il y avait Soulages, il y avait Mathieu, il y avait Gérard Schneider également, mais il a été reconnu mondialement, enfin aux États-Unis également, quoi, pour ces peintures où le geste est très nerveux, très rapide. Dans une vidéo, il expliquait que le pourquoi de ce geste nerveux et rapide, il racontait qu'enfant, il était terrifié par les éclairs. Et il s'était mis dans l'idée que s'il pouvait dessiner un éclair très rapidement avant que le coup de tonnerre éclate, eh bien, sa peur s'en irait. Et il s'est entraîné à faire cela. Et c'est vrai qu'alors, et il raconte que bon, c'est de là que vient son geste hyper rapide. Ce que j'aime beaucoup chez Hartung, en fait, c'est que Hartung ne s'est pas enfermé dans un système. Il a utilisé de nouveaux outils de peinture. Et, bon, il a utilisé des balais, des tuyaux d'arrosage, ça je ne l'ai pas vu, des branches de genêt, j'ai vu, des pistolets d'aérographe également. Vous voyez par exemple cette toile qui était peinte à l'aérographe, et puis après a été fouettée avec des grandes branches de genêt qui plongeaient dans des seaux de peinture. Et puis après, il traçait, il lacérait cette toile. C'était très physique. Alors, et vous imaginez que cet artiste, il avait perdu une jambe. Il avait été amputé d'une jambe à la guerre et il a fait 50 ans, presque 50 ans de création après, dans une chaise roulante avec des peintures monumentales et extraordinaires. Alors, c'est d'une force fabuleuse et c'est ça que j'aime bien chez lui. Il est un Hartung, il ne fabrique pas du Hartung parce que chaque période est très différente l'une de l'autre, mais on reconnaît toujours sa force et son équilibre dans l'étoile. Adam Enain. Alors Adam Enain, c'est un Égyptien qui est avant tout un sculpteur. Il est né en 1923 et il est arrivé à Paris en 1971 et il était pris par la galerie Faris à l'époque. En 1986 ou 87, je ne me souviens plus, je visitais la FIAC, cette fameuse grande foire d'art contemporain à Paris. Et vous savez, comme toutes les foires internationales, c'est très fatigant. Et après 2 ou 3 heures dans la foire, on est presque sur les genoux. Et en tournant un coin, en rentrant dans une allée, je vois tout au bout un stand qui semblait être une oasis dans cette foire. Je me suis précipité et effectivement, c'était une oasis de calme. C'était un grand one-man show d'Adam Enain. C'était une peinture posée, calme, équilibrée, sereine. Alors c'est un artiste qui peint en utilisant des matériaux et des techniques ancestrales. Il peint sur du papyrus. Il mélange des pigments naturels avec de la gomme arabique qu'il applique sur ce papyrus. Et il y a ces formes qui s'installent sur ce papyrus. Beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai fait la première exposition de ces œuvres, tiens, oui, mais c'est un sous-Poliakov, ou un Lacasse. Et pas du tout. Ces gens-là, bon, on voulait me faire croire qu'ils connaissaient la peinture, ils ne connaissaient certainement pas Poliakov, en tous les cas. Parce qu'un Poliakov, c'est des tableaux qui s'articulent admirablement bien, c'est un génie, mais les bons Poliakov s'articulent tous sur un même plan. Ce n'est pas le cas ici avec Adam Enain. La peinture d'Adam Enain, si vous voulez, c'est plutôt de la sculpture qu'il a dépliée, qu'il a remis en 2 dimensions. Alors Philippe Ossiason. Philippe Ossiason est un artiste ukrainien qui a dû quitter l'Ukraine à l'avènement de la Révolution. Il a voyagé, il s'est arrêté un petit peu à Milan, non pas à Milan, excusez-moi, à Venise, puis il s'installa à Paris pour ne plus le quitter.
Alors, la peinture de Philippe Ossiason avant la guerre, bon, pour moi, ne sont pas très importantes. C'est toute une série de portraits, euh, entre autres, et de nature morte, mais qui, pour moi, bon, il n'avait pas encore acquis sa maturité. Par contre, juste après la guerre, et je vous dis, il y a toujours cette tendance à cette abstraction lyrique qui se développe. On ne devient pas un abstrait lyrique comme ça, on ne le décide pas. Lui a travaillé, quitte un peu cette figuration, il commence à déformer ces buffets, ces tables de nature morte. Il y a toute une période donc, qui s'appelle les déformations pour rentrer dans le lyrisme au début des années 50. Alors, le début des années 50, chez Ossiason, c'est un lyrisme flamboyant. Il a une palette de couleurs et une lumière qu'on ne trouve chez presque aucun artiste de cette époque-là. Il utilisait des verts pétants, des roses criards comme ça. Et petit à petit, bon, dans les années, au début des années 60, alors, il a recommencé à se structurer. Il avait besoin de cette structure après ce grand lyrisme. Et il a ce qu'on a appelé les fameux murs. Donc, ce sont des œuvres où on avait l'impression que c'était un emboîtage de briques de différentes couleurs. Dans les années 50, par exemple, il fait une exposition à la galerie Stadler, de nouveau, Stadler qui est installé rue de Seine, et il va être remarqué par une grande artiste américaine, Helen Frankenthaler, qui en parle immédiatement à Coates à son retour à New York. Alors, la Coates Gallery est une galerie très importante à New York à l'époque. Monsieur Coates était vraiment la personne que les institutions et les médias écoutaient. Et Coates a été très intéressé par le travail de Philippe Ossiason et a voulu le rencontrer, lui a acheté immédiatement une trentaine de toiles et a commencé à présenter Philippe Ossiason aux États-Unis. John Franklin Koenig est un artiste américain qui est venu à Paris également. Lui, il est venu rapidement à Paris après la guerre et il se définit comme peintre et colleur. C'est vrai que c'était le maître du collage. Il en a fait pendant toute sa vie. Il rencontre un galeriste célèbre à Paris à l'époque, Jean-Robert Arnault, qui avait une petite librairie. Et la sympathie se crée entre les deux personnes. Et John Franklin Koenig fait une première exposition dans la librairie de Jean-Robert Arnault. Et c'est un succès, c'est un grand succès immédiatement. Jean-Robert Arnault, qui voulait faire une galerie, revend sa librairie, rachète un petit espace rue du Four, rouvre un espace, et voilà que commence cette fameuse galerie Jean-Robert Arnault, découvreur de réel talent. Jean-Robert Arnault a fait des expositions de tous les grands abstraits de la deuxième partie du XXe siècle. Alors que ce soit Soulages, que ce soit Hartung, que ce soit Olivier Depré, ou que ce soit Vieira da Silva également, c'est un fait. Mais en plus, il a eu dans son équipe, il a pris dans son équipe des artistes comme John Franklin Koenig, comme Michel Carrel, comme James Guittet, comme Arthur Bertrand, etc. Arnault crée avec John Franklin Koenig le magazine Simèse. Et c'était important, c'est aussi dans les années 50. C'était le premier magazine uniquement parlant d'art. Et pas que de l'art pictural, c'était également la danse. C'est John Franklin Koenig qui écrivait sur la danse. Et c'est l'architecture. Alors, John Franklin Koenig, c'est un grand voyageur qui est fort attiré par l'Orient, fort attiré par le Japon. Et les peintures qu'il présentait dans les années 60, les deux premières qui sont dessous de votre diapositive, on donne cette impression de paysage pris au vol d'un hublot d'avion. La deuxième, la blanche, Waiting for a Key, on a vraiment l'impression que nous survolons des nuages, et de ces nuages émergent des crêtes de montagnes.
Après, bon, fin des années 60, il a commencé à intégrer des signes japonais dans sa peinture. Lanskoï, de son nom, c'est Andrei Mikhailovitch, fils du comte Lanskoï. Lui aussi, bon, lui, il est russe, il n'est pas ukrainien comme Osiason. Lui, il est russe. Il est obligé de fuir la Russie à cause de la Révolution également. Il arrive en 1921 à Paris. Peinture figurative également, fort inspirée bon, de Van Gogh, de Matisse, de Soutine, qui pour moi, c'est une peinture qui, je n'y accède pas beaucoup. Je ne trouve pas encore la personnalité de l'artiste à cette époque-là. Et lui, par contre, il évoluait dans le milieu des autres Russes qui se retrouvaient à Paris. Donc, ce sont les Delaunay, Sauvage, Ossip King pour le sculpteur, quoi. Et il fait une rencontre qui va beaucoup l'aider. C'est la rencontre avec l'Allemand Wilhelm Hude. Wilhelm Hude, qui est un critique d'art, qui est un collectionneur et un marchand qu'il a introduit dans énormément de milieux pour pouvoir permettre à se faire connaître. Après la guerre, une fois de plus, et bon, ou pendant la guerre, bon, il quitte la figuration. C'est toujours cette atmosphère d'école de Paris, la deuxième école de Paris, hein, cette mouvance importante d'abstraction lyrique. Hein. Il se fait ami avec Nicolas de Staël, encore un compatriote, et il commence, et il peint ses premières peintures sur des fonds très sombres, mais avec beaucoup d'éclats de couleurs, c'est avec des blancs qui rehaussent ou des bleus assez cinglants comme ça. Dernier artiste de la série pour aujourd'hui, c'est Freddy Wibo. Alors Freddy Wibo, même s'il est né à Molenbeek, Saint-Jean, on peut considérer que c'est un Liégeois parce qu'il a passé énormément de temps à Liège, presque toute sa vie à Liège. Alors, Freddy Wibo est un sculpteur. C'est un sculpteur et qui a un peu tout essayé. Il est figuratif. Vous voyez un relief en bois, en toit à gauche, mais principalement également abstrait. Il fait des tout petits formats et il fait des pièces monumentales, qu'il soit dans la figuration ou dans l'abstraction, qu'il fasse des petits formats ou des grands formats. Il y a toujours cette pureté de la ligne, il y a un excellent équilibre des masses, quoi. Simplement mentionner que, comme je vous l'ai dit au début, bon, pour la première fois, nous montrons du mobilier ancien, hein, et ce sont du mobilier empire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Maintenant, avez-vous des questions? Vous allez être directement, je vais vous envoyer vers les salons de l'exposition, hein, vers l'entrée. Ça, vous ne devez faire aucune manipulation, vous allez pouvoir y arriver directement. Vous pouvez aller sur acquisition récente en un seul mot et au pluriel.com. Vous mettez votre prénom et vous rentrerez, vous n'aurez pas ce désagrément.